Bonjour à tous, je suis Valérie Trossini-Désert, je suis pneumologue à la Pitié-Salpêtrière et je tiens à remercier Éric Bazeillac, que je ne connaissais pas il n'y a pas si longtemps que ça, que j'ai eu l'occasion de rencontrer, et on s'est retrouvés sur un point commun qui était le bon usage du médicament. Et en ce qui me concerne, c'est le bon usage du médicament dans tout ce qui concerne les thérapeutiques inhalées dans l'asthme et la BPCO. Alors, la constatation du mésusage dans les thérapeutiques inhalées, elle n'est pas récente, puisque c'est multipublié dans la littérature. Les thérapeutiques inhalées prescrits dans l'asthme et BPCO sont très mal pris en général. Il y a 30 à 40% de mésusage. L'asthme et la BPCO, ça représente à peu près 8 millions de patients en France. Et la pierre angulaire du traitement, ce n'est pas un comprimé à avaler avec de l'eau, mais ça repose sur des thérapeutiques inhalées. Là, en image, vous avez Ventoline, mais il y a Symbicort, Sérétide, vous en connaissez plein d'autres. Il y en a 58 actuellement sur le marché en 2019. Les chiffres de vente 2017 et ceux de 2018 sont à peu près similaires. C'est 41 millions d'unités vendues par an, ce qui concerne ces inhalateurs, ce qui représente 1 milliard d'euros par an. Et 30 à 40% font une erreur critique quand ils le prennent. Une erreur critique, ça veut dire que le médicament ne va pas du tout dans sa cible, qui est l'arbre trachéobronchique. Si, par exemple, quand vous prenez de la ventoline, vous faites une mauvaise coordination main-bouche, la ventoline va s'impacter soit sur votre langue, soit sur la gencive, mais il n'ira en très peu de quantité dans l'arbre trachéobronchique. Ce mésusage a des conséquences médicales majeures, puisque si le médicament est mal pris ou pas du tout pris, évidemment, la maladie respiratoire ne va pas être stabilisée, le patient va consommer plus de soins, retourner plus voir le médecin, voire être hospitalisé. On sait que 10 à 12% des patients BPC hospitalisés, c'est dû à un problème de mésusage du traitement. Et donc ce coût du mésusage peut être estimé à 900 millions d'euros par an. Donc c'est un vrai problème médical et économique qui n'est pas récent. Hein. Donc ça fait déjà plusieurs années qu'on se constate ça. C'est comme ça qu'est née l'idée du guide Zéphyr, une idée qui est née en 2011, qui a été concrétisée en 2012 tout d'abord par un livre des revues des maladies respiratoires de la SPLF et qui est édité par Elsevier Masson. De ce livre qui recensait toutes les thérapeutiques inhalées, on a rapidement fait une version numérique. Donc depuis 2012 existe le guide Zéphyr en version web et en version smartphone qui recense toutes les thérapeutiques inhalées, qui est mise à jour tous les ans. Et pour chaque médicament du marché, on a fait une vidéo éducative. Donc ces vidéos éducatives sont propriété de la SPLF, c'est tourné en général avec un externe en pneumologie et c'est fait avec un vidéaste de la faculté Pierre et Marie Curie, maintenant Sorbonne Université. Je voudrais vous montrer un extrait de ces films qui sont tous faits sur le même modèle. Faites glisser le couvercle vers le bas jusqu'à entendre un clic. Expirez profondément en dehors du dispositif, tout en faisant attention de ne pas obstruer la grille d'aération sous l'embout buccal. Placez l'embout buccal dans la bouche et fermez les lèvres autour. Inspirez profondément et régulièrement par la bouche. Retirez l'embout buccal de la bouche et retenir la respiration pendant au moins 5 secondes. Alors, on peut remettre la diapositive. Donc, tous ces films sont faits sur le même modèle. La durée de la vidéo, c'est 1 minute. Et ensuite, on fait des trucs et astuces. On explique, par exemple, parce que tous les dispositifs n'ont pas de compteur de dose. Comment savoir quand la ventoline est vide? Par exemple, il faut éviter d'enlever la cartouche et la mettre dans l'eau. La nouveauté, ça a été de faire des QR codes pour mettre sur les ordonnances. Et ces QR codes renvoient directement à la vidéo. Ce qui fait que le patient sort de sa consultation avec l'ordonnance et l'éducation thérapeutique au bon usage qui va avec, puisque le QR code est collé sur l'ordonnance. Et la dernière nouveauté, c'est que le logiciel de prescription Orbis à la PHP le met automatiquement. C'est-à-dire que quand je tape Ventoline, après les 4 premières lettres, le QR code arrive directement sur l'ordonnance. Donc on a trouvé que c'était un moyen concret, le guide Zéphyr, avec les étiquettes dynamiques, de faire la prescription médicale et accrocher à la prescription médicale le bon usage du médicament. Merci beaucoup. Tout ça relayé par le pharmacien, je suppose. Je pense que les pharmaciens ont un rôle important à jouer aussi. Vous avez un classeur, mais peut-être de recommander aussi à vos patients clients de se servir de ces codes. Merci. Oui, c'est à toi, mon cher ami Pascal. Oui, bonjour à tous. Pascal Louis, pharmacien d'officine, président de l'URPS Bourgogne-Franche-Comté. Alors, je vous parle en quelques instants d'une opération qui consiste à améliorer le suivi des patients quand ils ont fait un AVC ou un infarctus du myocarde. C'est une opération interprofessionnelle comme tout ce que je m'attache à faire quand on a une opération de santé publique dans la région,
en partenariat avec l'hôpital qui est à l'origine de l'opération et qui a un problème de réhospitalisation. Vous le voyez en bas sur AVC, 33%, et infarctus du myocarde, 25%, réhospitalisation dans l'année qui suit la période où la personne est rentrée chez elle. Et l'hôpital a sollicité l'URPS pharmacien et l'URPS infirmier pour améliorer le suivi de ces patients et les encadrer. Donc, il y aura, vous voyez, 4 fois 430 patients concernés. Le patient sort de l'hôpital, l'infirmier et le pharmacien est averti. Il y aura constitué un bras de suivi positif, enfin intensif, un autre habituel pour ce qui concerne l'AVC, et idem pour l'infarctus du myocarde. L'infirmière ira chez le patient toutes les semaines pour voir si tout fonctionne dans son comportement suite à un retour d'hôpital qui a pu être long. Et le pharmacien interviendra par 2 fois avec, là aussi, le principe du bilan partagé de médication. Donc 2 entretiens particuliers avec ce patient à 6 mois et à 12 mois. L'objectif est de diminuer de 10% le taux de réhospitalisation et donc de passer à 23% pour les AVC et 15% pour l'infarctus du myocarde. Voilà. J'insiste beaucoup sur cette opération d'interprofessionnalité parce que, comme ça a été dit ce matin, je pense que c'est la clé du succès. Et mon cher Luc, tu pourras enlever ta fiche Pays de Galles sur ta présentation. Voilà, je pense que je suis dans les temps. Plus que dans les temps, bravo. 2 minutes. Si tu veux bien venir près de nous. Alors, il y aura certainement des questions, donc tu auras ton petit quota de parole en plus. Maude Colomb, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Bienvenue. Merci. Bonjour à tous. Je suis Maude Colomb. Non, c'est dans l'autre sens. Je suis directrice adjointe à l'Union nationale ADMR. Très rapidement, l'ADMR, c'est un réseau de 2700 associations présentes partout en France. On est des associations de l'aide et du soin à domicile. Donc on est regroupé aussi en fédération départementale. C'est important parce que au sein des fédérations départementales, on a tout un dispositif administratif qui permet des coordinations territoriales renforcées. Mon intervention, elle est surtout pour vous remercier déjà aussi le collectif du bon usage du médicament de nous avoir permis d'intégrer ces réflexions et montrer la place des associations et des professionnels surtout de l'aide et des soins à domicile. On a donc des aides à domicile et des aides-soignantes à domicile qui sont encadrées par des infirmières coordinatrices au sein de nos services de soins infirmiers à domicile. Ce sont donc des professionnels qui sont au contact au quotidien des seniors et qui font partie donc, de leur quotidien et qui veillent sur notamment la prise des médicaments et qui sensibilisent les seniors sur l'importance de bien suivre leur traitement. On a donc pu former grâce à des partenariats locaux avec des URPS et notamment des pharmaciens qu'on remercie d'avoir formé nos équipes justement sur le bon usage du médicament en lien avec les documents qui ont été travaillés par le collectif et l'association du bon usage du médicament. Ces formations ont permis du coup de permettre à nos salariés de détecter des comportements inhabituels et de pouvoir alerter les responsables, et notamment les infirmières coordinatrices de nos services, qui alertent à leur tour les médecins traitants pour éventuellement réajuster le traitement. Par rapport à ça, on a donc des aides à domicile et des aides-soignantes qui ont des smartphones au quotidien pour suivre en fait leur tournée et faire un bilan de suivi de leurs actions au quotidien chez les personnes, chez les seniors notamment. Et c'est via leur smartphone, via une application dédiée, qu'elles peuvent remonter les suivis des alertes et notamment catégoriser les alertes et éventuellement pouvoir détecter si elles pensent que ça peut être lié à une problématique liée aux médicaments. Et puis dernier point qu'on a pu mettre en place, encore une fois en collaboration avec notamment des pharmaciens, ce sont des ateliers collectifs et des conférences de prévention qui sont ouvertes au grand public. On a entre autres pu adresser un certain nombre d'outils, d'affiches liées au bon usage du médicament par voie postale à l'ensemble des personnes qu'on accompagne à domicile. Au niveau national, c'est plus de 700 000 personnes.
et qui nous ont permis en fait de pouvoir les inviter à nous rejoindre sur des conférences qui étaient animées par des pharmaciens sur cette thématique du bon usage du médicament. Voilà, donc on a pu le faire en 2017, en 2018 et d'autres sont programmés pour 2019. Voilà, merci. 3 minutes, bravo. Merci beaucoup. Alors, Fabien Astic, notre dernier intervenant, Bonjour à tous. Fabien. qui n'a pas plus de temps pour autant. Hein. Non, Il a ses bien 3 sûr. minutes comme les D'ailleurs, autres. je suis en train- Chronomètre. Fabien Astic, je suis un cofondateur de ExactCure, en charge du business développement, auprès de Frédéric, qui est au fond de la salle, qui est pharmacien, le papa d'ExactCure, et un troisième larron qui est Sylvain, qui est un mathématicien. Les mots d'introduction, en fait, c'est les tiens, Eric, de ce matin. Les médicaments nous soignent. Or, de temps en temps, les mauvaises médications, les médications inappropriées peuvent nous faire du mal en tant que patient, voire nous tuer. Et ça cause 5 fois plus de morts que les accidents de la route en France et coûte 10 milliards d'euros par an à l'assurance maladie. Une des raisons pour lesquelles les médications peuvent être inappropriées, c'est qu'on est tous différents. Donc vous et moi, on réagit différemment aux médicaments. C'est pourquoi ExactCure crée le jumeau digital du patient. Le jumeau digital va simuler l'effet des médicaments dans le corps du patient en fonction de ses caractéristiques personnelles. Donc pour le patient, il s'agit d'une app. Pour le professionnel de santé, pharmacien, docteur ou infirmier ou infirmière, un accès web aux données du patient. Donc dans un premier temps, le patient, si je le montre, ça ira mieux. Dans un premier temps, le patient va rentrer ses caractéristiques personnelles dans son jumeau digital, 5 caractéristiques de base comme le poids, l'âge, le sexe, les autres médicaments, parce qu'on fait les interactions médicamenteuses, et le statut rénal. Donc le but, c'est de l'aider à éviter les sous-doses, les surdoses et les interactions médicamenteuses. On peut rajouter d'autres paramètres selon les médicaments, jusqu'au génotype, statut hépatique. Ça dépend des médicaments. Aujourd'hui, on a 3 pilotes en cours avec des patients âgés, polymédiqués, dans l'arrière-pays niçois, puisqu'on est basé à Nice et en Espagne. Un deuxième pilote avec des associations de patients chroniques, une association de patients chroniques, parce que nos cibles principales, c'est les malades chroniques. On travaille maladie chronique par maladie chronique. Donc une association de rhumatisme inflammatoire chronique avec le CHU de Nice, avec un médecin spécialiste. Et un troisième pilote qu'on a monté avec les pharmaciens, l'USPO, et des médecins, un syndicat qui s'appelle Réagir, qu'on n'a pas encore pu commencer, ces pilotes, à cause du CPP, donc on attend une autorisation du comité de protection des personnes. Mais dès qu'on peut, on les commence. Au niveau de, puisqu'on est une start-up, je vous parlais du business model, alors juste on est en train aussi de monter d'autres actions avec le centre hospitalier d'Avignon, puis un CHU à Monastir en Tunisie, et puis aussi des actions avec des aidants, donc des infirmiers sur la ville de Nice. En termes de business model, donc on apporte de la valeur aux patients, aux professionnels de santé, mais également aux laboratoires pharmaceutiques, que ce soit avant mise sur le marché, pour réduire les coûts de mise sur le marché des nouveaux médicaments, ou après mise sur le marché pour augmenter le médicament de son compagnon digital et avoir ainsi un outil de real-world evidence, donc récupérer des données en vie réelle. Ce que ExactCure fait, c'est qu'on apporte une innovation de rupture, que ce soit en usage, parce que jusqu'à aujourd'hui, on n'avait pas de moyen de savoir ce qui se passait dans notre corps, et technologique, parce qu'on personnalise les modèles mathématiques. Donc on pense que dans quelques années, on se demandera comment on pouvait se soigner avant, sans jumeau digital. 3 minutes. Parfait. Merci beaucoup. Alors, il nous reste un petit peu de temps. Je fais un peu de promo pour mon propre compte. Quand je vois ces startups toutes plus brillantes les unes que les autres, n'hésitez pas à concourir au prix Galien l'année prochaine, car il y a un volet dans le prix Galien de e-santé et de pitch sur la e-santé. Donc je vous le recommande, il y a des belles dotations. Alors, des questions dans la salle? Nicolas. Merci. Non, c'est pour prolonger l'exposé sur ExactCure, parce que vous n'avez pas répondu à la question que vous êtes vous-même posée, c'est-à-dire le business model. Vous avez dit que ça apportait de la valeur, ça c'est très clair, mais qui paye? C'est la première chose. Et deuxième chose, pour ma culture personnelle, combien vous avez fait de levée de fonds et est-ce que vous êtes bloqué à ce niveau-là? On accepte tout l'argent de tout le monde.
Donc, pour ce qui est du premier point, le business model, c'est vrai qu'en 3 minutes, je ne me suis pas étalé dessus. J'ai passé plus de temps sur le service et sur l'intérêt, notamment pour les professionnels de santé. Maintenant, notre premier business model, il est vis-à-vis des labos. Parce que ce soit pour réduire leurs coûts de production des nouveaux médicaments et augmenter la chance d'obtenir l'AMM, ou l'augmentation par un jumeau digital sur le marché et récupérer des données en vie réelle, c'est ça notre business model. Et puis dans certains pays, il y a des gens qui sont prêts à payer pour leur santé. On paye 10 € ou 10 $ par mois pour écouter de la musique ou regarder des films. Il y en a même qui seraient prêts à payer pour se soigner, paraît-il. Pour ce qui est de la levée de fonds, on est en train de lever des fonds en ce moment. Et d'ailleurs, ce matin, je crois qu'il y en a un qui a dit que le Maroc s'intéressait, le Vietnam s'intéressait à ce qu'on fait. Il se trouve qu'hier, on a eu un interview avec un responsable d'investissement de la famille royale du Maroc. Mais bon, on est en train. Très bien. D'autres questions dans la salle? Alors moi, j'ai une petite question pour vous. Vous mettez toutes les façons de... ce que je veux dire, votre code flash, là, il est produit par produit? Oui, c'est ça. Il n'y a pas l'exhaustivité de la prise... il n'y a pas la vente aux lignes, la vente au disque sur le même défilé? D'accord. Un QR code par produit, très bien. Non, pas de questions? On va... Peut-être une remarque, si tu permets, Nicolas. D'abord, peut-être une question aussi à l'endroit de Valérie. La loi de finances de la sécurité sociale, elle change un peu le paysage en matière de médicaments inhalés, notamment. On parle de médicaments hybrides qui seraient, alors pas immédiatement, il va y avoir un groupe de travail, il y a des décrets d'application, mais potentiellement substituables par le pharmacien. Je ne veux pas rentrer du tout là-dessus, ce n'est pas l'objet de cette tribune, mais en tout cas, ça me semble être un élément supplémentaire parce que ce que vous montrez là est extrêmement fort. L'importance du mode galénique de diffusion de ce type de produit sur l'efficacité du produit. Donc, ce que vous créez là, c'est un outil d'éducation thérapeutique extrêmement probant qui, à mon avis, a un grand avenir, a fortiori dans les perspectives qui nous sont dégagées. En tout cas, c'est d'appuyer sur un point très, très sensible. Merci de le souligner, Eric, parce que la venue des hybrides en 2020 ou quelque part par là, c'est vrai que ça va potentiellement augmenter le mésusage. Donc il faudra qu'on soit très vigilant à l'inondation du marché par de nouveaux produits, de nouveaux dispositifs dont on ne connaît pas. Est-ce que ce sera des sprays, des dispositifs déjà existants ou de nouveaux? Donc il faudra qu'on soit très vigilant. Et puis ma petite remarque, elle allait de l'autre côté de la table, parce que je trouve ces startups formidables, vous inventez des choses extraordinaires, extraordinairement pertinentes. Mais enfin, il y a quand même un outil digital d'une énorme pertinence et révolutionnaire en soi qui nous a été présenté par vous-même, madame. C'est l'aide à domicile qui envoie sur son smartphone des nouvelles de la patiente âgée qu'elle est en train de traiter à l'infirmière. Voilà. Vous faites du digital révolutionnel au quotidien et c'est absolument formidable. Et je voudrais vraiment souligner ce que vous faites, vous, la DMR, parce que nous ne sommes pas venus vous chercher. C'est vous qui êtes venus vers nous, parce que vous étiez déjà, vous, sensibilisés au sujet du bon usage du quotidien. Vous jouez un rôle, mais extraordinaire. Vous ne pouvez pas savoir combien ils sont nombreux sur tout le territoire national, la DMR. Et c'est le bon usage du quotidien. Est-ce qu'on peut simplement vous applaudir à vous toute seule, puis après on applaudira tout le monde. Non, Merci beaucoup. alors, mais à travers vous, les aides-soignantes, les infirmières, voilà, le bon usage du quotidien. Voilà, c'est fini. Une question. Alors, comme tout le monde a respecté plus que bien le timing, on a plein de temps pour les questions. Donc, oui, évidemment, oui, juste deux petites questions à Valérie Trosini. Moi, j'ai trouvé assez formidable et extraordinaire cette histoire du QR code, très clairement. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer, mais je pose aussi la question à la salle et aux pharmaciens, de pouvoir étendre ce principe sur les boîtes de médicaments? Peut-être que c'est déjà effectivement utilisé et pas simplement. Alors ça, c'était ma première question. La deuxième, moi qui m'occupe essentiellement de patients Alzheimer à l'autre échelle, on peut leur faire un film pour leur expliquer comment utiliser un médicament. Rien ne remplace ce qui, je crois, est déremboursé maintenant, et on n'en voit plus malheureusement, qui étaient ces formidables chambres d'inhalation, comme pour les enfants, ce qui leur permettait de respirer. Alors, est-ce que vous pouvez me répondre sur ces deux points? Oui, alors sur les chambres d'inhalation, bien sûr, il faut favoriser les chambres d'inhalation, mais tout dispositif ne peut pas se mettre dans une chambre d'inhalation, donc ça peut répondre à une question et pas à l'autre. Alors Zephyr, c'est des vidéos c'est le QR code qui renvoie à la vidéo. Maintenant, comme vous dites, pour certains patients, on n'est pas sûr que cette information descendante suffise.
Donc c'est pour ça que là, j'ai pas pu parler du deuxième projet que j'ai fait, c'est Argos, comme le Dieu qui voit tout. On a mis des tablettes à domicile pour savoir si à domicile, une fois l'information donnée, le patient à domicile faisait correctement son inhalateur, puisqu'il le faisait devant la tablette qui était posée par son prestataire à domicile chez lui. Et derrière, j'avais soit des infirmières, soit des médecins qui regardaient le film, qui pouvait être fait en direct ou en différé. Donc on a fait Zéphyr, après on a fait Argos. Et le troisième projet qu'on est en train de décliner, mais je ne peux pas en dire plus là aujourd'hui, mais l'année prochaine, je viendrai vous le présenter, c'est EFI et l'intelligence artificielle pour mieux surveiller justement la prise pendant que le patient le fait. Puisque c'est là où on peut s'assurer, in fine, s'il l'a bien fait ou pas. C'est sur l'étape finale qui est le patient le fait. Il y a de l'information, qui est le bon usage, l'éducation thérapeutique, ce que j'ai montré. Mais après, in fine, il faut faire le contrôle au moment où il le prend. Je suis d'accord avec vous. Merci. Oui, il y a encore une question devant. Et madame, si vous voulez reprendre votre question de tout à l'heure, madame à droite là. Madame, non, elle ne veut plus parler. Vas-y Gilles. Non, mais juste une intervention. On se connaît bien avec Valérie et on a beaucoup échangé. C'est vrai qu'il y a plusieurs endroits où on peut faire l'éducation du bon usage de ce dispositif médical qui est parfois extrêmement élaboré, tellement élaboré que les patients n'arrivent pas à s'en servir. Où on leur a expliqué une fois et après ils n'y arrivent plus et hop, ils sont posés ou alors ils font beaucoup d'erreurs de manipulation. Il y a peut-être un travail de la part des industriels d'arrêter de nous faire des trucs trop scientifiques, trop pour eux et pas assez pour le patient. Parce que parfois, la diffusion elle peut être un petit peu plus simple. Et je le dis avec beaucoup de gentillesse, mais parfois, quand on fait des dispositifs tellement élaborés, c'est plutôt pour se protéger plutôt que d'avoir quelque chose adapté au patient. Donc le travail complémentaire qu'il faut qu'on construise avec les prescripteurs, c'est que le QR code est une formidable idée, d'avoir accès à des films de bon usage du dispositif est extrêmement pertinent et éducatif. Et il faut aussi que ce soit relayé au niveau de l'officine. Les industriels mettent à disposition des dispositifs pour faire de la simulation, ce n'était pas si simple. Là, il y a un outil simple d'éducation permettant de faire des gestes de rappel et aller plus loin jusqu'à faire une simulation à domicile. Je pense que ce partenariat avec Valérie est absolument indispensable si on veut améliorer l'observance de ces traitements. Je voudrais compléter parce que je n'ai pas répondu sur le data matrix qu'il y a sur les boîtes. En effet, chaque boîte de médicaments a un petit data matrix. Évidemment qu'avant de faire des étiquettes collantes, on s'est dit on va se servir de ce data matrix. Et on a compris finalement que ça, c'était un peu bloqué pour le moment au niveau européen. C'est-à-dire qu'on ne peut pas décider là tout seul, la France, qu'on va mettre des vidéos sur ce data matrix. Ça passe par l'Europe, sur les chaînes de fabrication médicaments après, etc. En sachant que beaucoup d'industriels veulent mettre plein de choses derrière. Donc il faudra bien après qu'on se décide, ce data matrix va renvoyer vers quoi? Parce que tout le monde veut y mettre quelque chose. Mais pour le moment, on ne peut pas le faire là actuellement. Ok. On arrête là, on est dans le timing. Nicolas va passer.